petits mots et on va commencer. Alors, depuis plus de 40 ans, FRDJ est le chef de file mondial dans la recherche pour mettre fin au diabète de type 1, à la fois par le financement de la recherche et les défenses des droits. Au nom de FRDJ, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parlons DT1, demandez le psychiatre. Cette semaine est la semaine de la sensibilisation de la santé mentale et aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter notre conférencière, la Dr Mona Gupta. Alors, juste depuis le COVID-19, nous n'avons pas pu nous rencontrer en personne et en toute sécurité. Alors, FRDJ a créé la série Parlons DT1. La série éducative est une présentation sur un nouveau sujet à chaque mois. Nous mettrons bientôt, nous mettons bientôt à jour notre site web avec les dates de toutes les prochaines sessions qui sera intitulée les soirées technologiques. Alors, les soirées technologiques auront lieu en novembre, le 16 et le 17 novembre, et le prochain sera sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées, et celui-là serait la deuxième semaine de décembre. Alors, je vous invite à regarder notre site web frdj.ca. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. C'est une opportunité non structurée de connecter avec d'autres personnes qui sont touchées par le diabète de type 1 sans programmation formelle. Et ça aussi, pour en savoir plus, sur notre site web frdj.ca et le prochain sera le 28 octobre. Quelques éléments d'entretien. Nous avons tout le monde en sourdine maintenant. Alors, nous sommes un groupe quand même assez nombreux. Alors, pour minimiser le bruit durant la présentation du Dr Gupta, on va rester en sourdine. Nous avons une fonction de chat. Le chat apparaît en bas de votre écran lorsque vous survolez. Vous voyez, vous pouvez voir ça. Et vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Nous avons aussi une fonction de lever la main qui est dans, je ne le vois pas pour le moment, ça va apparaître après. Alors, vous pouvez aussi utiliser le lever la main ou écrire les questions dans le chat. Je vais regarder le chat quand Dr Gupta parle. Si vous avez besoin d'une précision de quelque chose que Dr Gupta a dit, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on va interrompre un peu pour demander de faire la précision. Alors, ça va être comme ça. Si vous êtes confortable aussi, vous pouvez mettre vos caméras. Comme ça, on a un peu d'audience. Dr Gupta peut vous voir un peu. Et bien sûr, quand on arrive à la période des questions à la fin, vous pouvez mettre votre caméra, vous pouvez enlever votre sourdine quand vous allez demander votre question. Comme ça va être un peu plus normal, disons, si on vous voit la figure. Alors, le Dr Mona Gupta est un psychiatre au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM, et chercheuse régulière au CR CHUM. Elle est également professeure agréée de la clinique de département de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Montréal. Elle a obtenu son diplôme en médecine de l'Université de McGill. Elle a fait sa résidence et sa bourse en psychiatrie à l'Université de Toronto, où elle a également fait son doctorat en bioéthique. Le thème général de ses recherches concerne l'interaction entre l'éthique et l'épistémologie en psychiatrie. Dans sa pratique clinique, elle pratique principalement avec les patients adultes atteints de diabète de type 1. Elle a participé à des recherches et au développement de nouveaux programmes cliniques pour des personnes atteintes de diabète de type 1 et des problèmes de santé mentale. Alors maintenant, je passe la parole à Dr Gupta, mais je vais commencer juste pour vous dire un petit peu ça va être les thèmes qu'on va aborder ce soir en thème général. C'est les liens entre le diabète et la santé mentale, l'épuisement, l'anxiété, la dépression, culpabilité, alimentation et image corporelle, la pandémie bien sûr,
l'acceptation, les proches et d'autres questions. Ça vient des questions que vous avez posées sur Eventbrite et on a mis, et Dr. Gupta a mis les thèmes comme ça. Alors, je passe la parole à Dr. Gupta. Merci. Il faut enlever le mute. Désolée. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Puis, je suis très contente d'être ici parmi vous. C'est tard un peu donc dans la journée, donc je ne vais pas vous donner une présentation magistrale, mais comme Rosalie disait, plusieurs d'entre vous ont envoyé des questions que vous avez par rapport au diabète, puis je vais faire mon mieux pour répondre à ces questions. Au travers des années, je me suis rendu compte que c'est mieux quand je réponds directement aux questions que les gens ont, au lieu de donner quelque chose qui pourrait couvrir les thématiques qui ne sont pas du tout intéressantes pour les participants. Donc, c'est ça, Rosalie a montré les thématiques. Ce que j'ai fait, j'ai regroupé les questions sous ces thématiques. Mais vous voyez, il y a nombreuses qui sont sorties, mais on va traiter une par une. Et ça ne me dérange vraiment pas si vous voulez demander quelque chose qui suit la question que je réponds, si vous mettez ça dans le chat ou si vous voulez lever la main, on peut juste avoir une soirée plus conversationnelle. Alors, comme Rosalie disait, je suis psychiatre et je travaille avec les personnes atteintes de diabète type 1 depuis le début de ma pratique. J'ai rencontré des centaines de personnes avec le diabète type 1 dans ma carrière et j'ai appris beaucoup sur le diabète type 1. Moi, je n'ai pas le diabète type 1, donc ce que j'apprends de leur expérience. Puis, ce que j'essaie de faire quand je réponds à vos questions, c'est de les répondre vraiment avec leurs expériences en tête. Oui, il y a les aspects scientifiques que je peux ajouter aussi, mais souvent, vous allez voir, les questions que vous posez prennent une certaine personnalisation à la personne parce qu'il n'y a pas une réponse générale scientifique à ces questions. Je voulais juste dire un petit mot sur qu'est-ce que je fais dans ma pratique. Alors, au début, j'ai reçu souvent des requêtes des endocrinologues qui voulaient que je rende la patiente plus observant à ses traitements. Puis, j'ai paniqué un peu parce que je ne savais pas exactement comment j'allais faire ça. Mais je me suis rendu compte au travers du temps, en travaillant avec les gens, que en fait, ce n'était pas ça mon rôle. Même si peut-être c'était ça que les endocrinologues avaient en tête, mais plutôt d'aider les gens qui sont atteints de cette maladie de vivre bien ou aussi bien que possible avec cette maladie-là. Donc, c'est un peu ça le cœur de mon travail et c'est vraiment cette attitude, si je peux, qui va inspirer toutes les réponses que je vais donner ce soir. Puis, ce que j'ai appris de mon rôle, mais aussi ce que j'ai appris des personnes avec qui j'ai travaillé, ne sont pas toujours les choses que vos endocrinologues vont vous recommander. Donc, je ne les dis pas pour être au contraire de mes collègues et je n'essaie pas de vous donner des mauvais conseils non plus, mais je veux juste partager des expériences des autres personnes avec vous dans l'optique de juste ouvrir toute la gamme des stratégies personnelles que les gens utilisent pour, comme je disais, vivre bien ou vivre aussi bien que possible avec leur maladie. Alors, beaucoup de vos questions sont assez larges. Parfois, je vais donner des réponses qui sont plus générales. Si quelqu'un cherche quelque chose qui est plus précis, sur des circonstances plus précises, soyez libre de me demander. Et puis, c'est Rosalie vraiment qui va modérer la discussion. Alors, la première thématique, et c'est pas étonnant, je pense que c'est quelque chose qui est en avant-plan pour beaucoup de personnes atteintes de diabète type 1. C'est le lien entre le diabète type 1 et des problèmes de santé mentale. Alors, il y avait quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vivre avec la maladie diabète type 1 augmente le risque d'avoir la dépression, de l'anxiété, comme conséquent de la maladie ou l'expérience de la maladie? Alors, il y a un lien entre le diabète type 1 et certains problèmes de santé mentale, certains troubles mentaux en fait, mais
la nature de ce lien est compliquée et controversée, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop sûr en quoi consiste cette association. Alors, je vais expliquer. Il y a beaucoup d'études qui essaient d'établir une corrélation entre le diabète et certains troubles santé mentale, mais souvent, ils mettent ensemble le diabète type 1 et 2. Ou il y aura des études qui vont essayer de corréler certains symptômes des troubles mentaux comme la tristesse ou l'anxiété et d'avoir le diabète, peut-être même spécifiquement le diabète type 1, mais ils vont confondre les symptômes et les troubles. Donc, si je vous dis, si vous me demandez est-ce qu'il y a un lien entre le diabète et la tristesse, mais il y a un lien entre d'être en vie et la tristesse, beaucoup de gens peuvent se sentir tristes parfois, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un trouble. Donc, vous voyez, si on confond le symptôme et le trouble, ça peut être difficile de dire qu'il y a vraiment un lien entre un diabète et un trouble de santé mentale. Puis, il y a d'autres études qui vont identifier vont essayer d'établir les corrélations entre le diabète, même le diabète type 1 et un trouble de santé mentale, mais ces études n'identifient pas nécessairement la spécificité du diabète. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est le diabète comme tel qui est le facteur de risque ou plutôt vivre avec une maladie chronique, subir d'imprévisibilité d'une maladie, subir des effets secondaires de traitement. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont avec le diabète type 1 qui ne sont pas nécessairement spécifiques au diabète type 1 et parfois les études ne décortiquent pas la spécificité avec le fardeau de la maladie chronique plus générale. Alors, l'autre problème, c'est que la plupart de ces études sont des études de corrélation, comme je disais. Donc, on trouve des associations, mais on ne peut rien dire par rapport aux liens causaux. Donc, tout ça demeure à niveau spéculatif. Mais dans la pratique clinique, et si on essaie de comptabiliser ce que les patients vivent, ce que les patients ont comme problème, on trouve beaucoup de gens qui ont au moins des symptômes importants, sinon des troubles de l'anxiété, des gens qui ont des troubles dépressifs et aussi des symptômes dépressifs et des gens qui ont des comportements d'alimentaire perturbés. Parfois, ces troubles ou ces problèmes sont très connectés à la maladie et au vécu de la maladie, comme quelqu'un qui a une peur sévère de tomber en hypoglycémie, par exemple, jusqu'au point où il veut garder sa glycémie à un niveau très élevé pour éviter à tout prix de tomber en hypo. D'autres fois, une personne avec un diabète peut avoir des symptômes ou un trouble de santé mentale, mais il n'a vraiment aucun lien avec sa maladie, son expérience de la maladie. De ce côté, les choses vont bien ou au moins sont stables, mais le trouble, c'est juste que la personne a deux conditions. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Il y avait une autre question que j'ai mise sur cette thématique, mais qui est assez spécifique, qui concerne l'impact sur l'anxiété de l'utilisation de la pompe versus les injections multiples quotidiennes. Alors, est-ce qu'une est plus liée avec une amélioration de l'anxiété ou plus de l'anxiété que l'autre? La réponse courte est on ne sait pas. Probablement pas. Quelque chose dans ce sphère. Je pense que probablement la réponse va être déterminée par les besoins de l'individuel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça beaucoup plus anxiogène de vivre avec la pompe et certaines qui vont trouver ça beaucoup moins anxiogène. Est-ce qu'on est au stade où on sait qui va trouver ça plus ou moins anxiogène? Non. Tout ce que je peux dire, c'est cliniquement, quand les gens essaient des différentes technologies, eux-mêmes, ils vont être capables de dire, mais avec cette technologie, je me sens bien ou pas. Donc, je pense que pour le patient ou la personne individuelle, quand c'est possible d'essayer des choses, c'est vous qui serez la mieux placé pour savoir qu'est-ce qui est mieux ou plus anxiogène pour vous. Une autre question sous cette thématique concerne les hypo- et hyperglycémie et les conséquences sur le cerveau
après nombreuses années de vivre avec le diabète type 1 et plus précisément, est-ce qu'il y a un risque plus élevé de maladies neurologiques? Alors, je dirais que les risques pour les maladies de l'ordre neurologique sont plus en lien avec la conséquence du diabète versus la maladie comme telle. Alors, par cela, je veux dire que de faire plusieurs épisodes d'hypoglycémie importante peut rendre la personne à risque à certains troubles cognitifs ou d'être en hyperglycémie et de développer un problème vasculaire au cerveau peut mettre la personne à risque de développer des AVC. Mais vous voyez, le lien causal, c'est plus en aval. Donc, c'est pas la maladie comme telle, mais plus comme la personne a souligné dans sa question d'avoir des hypoglycémies ou hyperglycémies à répétition. Et finalement, sur cette même thématique, il y avait une question sur l'hypoglycémie. En fait, je ne suis pas certaine qu'est-ce que la question veut dire. Donc, si la personne qui a posé la question, soyez libre de m'informer. Mais la question, c'était qu'est-ce qui déclenche une hypoglycémie? Est-ce le cerveau ou le foie et l'insuline? Alors, je vais vous dire comme j'ai compris la question et si je n'ai pas bien saisi, mais soyez libre d'intervenir. Alors, c'est sûr que le déclencheur d'une hypoglycémie s'inscrit quelque part dans un déséquilibre entre la quantité d'insuline qui est dans le corps et la quantité des glucides qui sont présents dans le corps. Je pensais peut-être que les questions visaient les réponses hormonales du corps et où est la faille dans la réponse contre-régulatoire hormonale. Alors, pour l'être humain sans le diabète type 1, la réponse hormonale vient à la fois du pancréas et du système nerveux central, quoique chez la personne avec un diabète type 1, la réponse hormonale, quand il y a une hypoglycémie, vient que de la système nerveux central. Alors, il y a une réponse moins robuste à la descente de le niveau de glycémie dans le sang. Mais en fait, c'est plutôt que le système nerveux central, essaie de fonctionner, mais il ne peut pas faire tout le travail à cause de la manque de fonctionnement à niveau de pancréas. Donc, j'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si la personne est là. Sinon, je vais m'arrêter 10 secondes juste pour vous demander s'il y a d'autres questions ou même commentaires. Soyez libre de partager vos observations, vos constats sur le lien entre le diabète type 1 et santé mentale plus générale. Il n'y a rien dans le chat pour le moment, mais si quelqu'un veut enlever son mute, vous êtes libre de vous enlever la sourdine. OK, mais je continue, puis vous pouvez, comme je disais, entrer dans la conversation quand vous voulez. Alors, la prochaine thématique concerne l'épuisement du diabète, qui est, j'imagine, une thématique qui concerne presque tout le monde qui vit avec cette maladie. Il y avait comme des questions spécifiques, mais ils concernent tous l'épuisement. Et comment gérer l'épuisement? Je pense que c'était plutôt ça. Alors, je pense que je peux vous donner des conseils généraux, mais j'imagine que vous les connaissez déjà. Tous les aspects de auto-soin. Mais je pense que ce que j'insisterai sur l'idée que n'importe approche à la gestion de l'épuisement doit être personnalisée. Parce que, oui, le diabète type 1 comme maladie peut être épuisant, mais l'aspect qui est épuisant va varier de personne à personne. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au travers du temps, que quelque chose qui est très difficile pour quelqu'un à vivre peut être moins difficile pour un autre, mais tous les deux, ils vivent un épuisement de cette maladie. Donc, je pense que la première étape, c'est vraiment de bien saisir qu'est-ce qui est épuisant dans cette maladie ou quelles sont les choses qui sont épuisantes dans cette maladie. Après ça,
tout ce qui peut être fait et ce que je vois dans ma pratique, qu'il y a des choses que les endocrinologues, que les infirmières, que les éducateurs en diabète sont prêts, sont capables à faire pour diminuer le fardeau, peut être essayé. Je pense qu'une chose qui peut être difficile pour la personne, c'est qu'il y a souvent un discours, surtout dans les soins de santé, mais j'imagine dans vos réseaux sociaux aussi, de regarder le côté optimiste, puis ça va bien aller, puis c'est pas si pire, ou il aurait pu être pire. Donc, ça peut être difficile parfois pour la personne de se permettre de dire que vivre avec la maladie est difficile, épuisant, ils en marrent, ils sont plus capables, parce que souvent on rencontre ce genre de discours-là. Et ça peut avoir un effet de faire taire les gens quand ils commencent d'aborder le sujet de fardeau. Donc, il n'y a pas une réponse simple à ça, mais je pense que si vous travaillez avec une équipe, probablement il y a quelqu'un sur cette équipe, au moins une personne qui sera ouverte à ce genre de discours. Et si c'est absolument pas le cas, mais je pense que ça vaut la peine de penser de si cette équipe et vous, c'est vraiment une bonne, vous êtes bonne, vous rentrez bien ensemble, ou si vous avez besoin de trouver quelqu'un qui a une approche, une compréhension de cette partie de la vécu de la maladie qui est plus peut-être ouverte sur le côté psychosocial. La dernière chose que je voulais partager avec vous sur ce sujet, c'est une expérience qui vivait un homme, un patient que j'ai rencontré il y a plusieurs années. Un jeune homme, en fait, qui travaillait, qui est actif socialement, etc. Puis, lui, il avait une gestion de sa maladie qui était très bien. Mais il se donnait la permission de prendre une vacance de son diabète une ou deux fois par année. Et la manière dans laquelle il l'a fait, c'est qu'il se donnait une fin de semaine où il s'est permis de faire le strict minimum pour la gestion de sa maladie. Alors, j'imagine, il y a des cliniciens, les médecins, les infirmières qui ne seront pas d'accord avec ça. Mais en fait, c'était sa manière d'être capable de vivre bien ou aussi bien que possible avec sa maladie, tout en gardant une gestion la plupart du temps qui était très bien. Donc, lui, il vivait bien avec ça. Et je partage ça juste parce que j'ai remarqué que même si c'était quelque chose que son médecin n'aurait pas voulu, lui, il a trouvé sa propre stratégie de combattre l'épuisement. Donc, je partage ça comme ça. Alors, sur l'épuisement, est-ce qu'il y a des commentaires? Non? OK. Alors, la troisième thématique que vous avez levée dans vos questions, c'est l'anxiété. Et en fait, les questions étaient assez spécifiques. Et encore une fois, il y avait deux que je ne suis pas sûre que j'ai bien saisi le sens. Alors, la première concerne la peur de mort et le diabète type 1. Donc, j'imagine, on parle de la peur de mourir dans un état hypoglycémique, peut-être? Ou est-ce que ça pourrait être la peur de développer les complications majeures et de mourir à cause de ça? Je ne savais pas. Je ne sais pas, Rosalie, si vous pouvez m'éclaircir. Non? Puis, il y avait aussi une question qui concernait la peur de voyager, puis l'incertitude en voyage avec la maladie. Puis finalement, c'était plutôt un commentaire qu'une question, mais une peur que le corps est en trahison de la personne. Donc, encore une fois, je suis pas sûre que j'ai bien saisi, mais donc si quelqu'un, c'était la question de quelqu'un, le commentaire de quelqu'un, soyez libre de l'élaborer là-dessus. Alors, je vais peut-être commencer en abordant la question de peur de voyage, parce que ça, c'est assez clair comme question. Alors, il y a plusieurs manières de traiter l'anxiété. Quand je parle de traitement, je parle vraiment de quelqu'un qui a une anxiété qui est assez sévère pour être considéré un problème clinique ou un trouble clinique.
Alors, en général, la première tentative ou la première ligne de traitement, si je peux, c'est diverses approches psychothérapeutiques. Mais quelque chose qui est assez spécifique comme la peur de voyage, on aborde ça en psychothérapie avec une approche qu'on appelle tout simplement l'exposition, qui ne veut pas dire l'exposition graduée. Donc, on commence avec quelque chose, un défi qui n'est pas trop majeur et on travaille jusqu'à qu'on arrive au défi qui est le plus difficile, qui est peut-être de prendre l'avion ou peut-être d'aller dans un pays où on connaît moins le système de santé. Donc, c'est vraiment une approche où on s'expose petit par petit aux éléments qui contribuent à la peur pour atteindre une exposition au vrai défi. Donc, ça serait ça un peu l'approche qu'on prendrait. Il y a aussi des médicaments qui pourraient être prescrits pour quelqu'un qui vit un trouble de l'anxiété important. Il y a aussi des médicaments qui peuvent être pris sur une base ponctuelle quand la chose dont on a peur est quelque chose très ponctuel, comme prendre un vol, mais une fois rendu à la destination, c'est correct. Donc, c'est vraiment juste pour cette partie du voyage-là. Alors, voilà, ce sont des questions sur l'anxiété. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'anxiété? Alors, il n'y a rien dans le chat pour le moment. OK. Il y avait une question qui était posée sur la thématique de la dépression. Et effectivement, la question, la personne a une dépression et un diabète de type 1 et elle prend 2 médicaments pour sa dépression, mais elle ne va pas mieux. Elle ne va pas si mal non plus, puis elle se demande quelles sont les autres options ou traitements qui sont disponibles pour la dépression. Alors, je ne sais pas exactement quelles 2 molécules qu'elle prend, mais il y a beaucoup de molécules qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui qui pourraient être efficaces dans le traitement de dépression. Ce n'est pas facile ou même possible de dire quelles molécules vont fonctionner pour qui. Souvent, c'est une question d'essai et erreur. Alors, à cette personne ou n'importe personne qui prend un médicament pour la dépression et qui ne vit pas une amélioration de ses symptômes dépressifs, je dirais que au moment donné, ça vaut la peine de lever le sujet sur s'il y a d'autres options que vous devriez essayer. Cette personne qui prend déjà du molécule, ça se peut qu'elle a besoin d'un changement de médicament pour essayer de trouver d'autres médicaments ou combinaisons de médicaments qui vont fonctionner mieux pour elle. Cela dit, à part les médicaments, il y a d'autres approches pour le traitement de dépression, principalement la psychothérapie, qui peut être, il y a diverses formes de la psychothérapie aussi, mais en général, la psychothérapie consiste d'un traitement où c'est la discussion, le dialogue en relation qui est la chose qui effectue le changement ou la guérison, si on veut, chez la personne, chez la patiente. Il y a d'autres traitements aussi pour les dépressions qui sont beaucoup plus sévères, dont vous avez entendu parler, j'imagine. Il y a la thérapie électroconvulsive, il y a la thérapie stimulation transcrânienne, mais ce genre de thérapies sont vraiment réservées pour les personnes qui ont essayé beaucoup de traitements et ils n'ont pas fonctionné. Pas parce que ces traitements sont mauvais, mais c'est juste que le fardeau de les subir est plus que le fardeau de prendre un médicament chez vous. On n'a pas besoin de se déplacer, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on réserve ça pour les patients qui sont atteints plus sévèrement. D'autres questions sur la dépression? OK. Il y avait une question, je trouve cette question très intéressante. Il fallait que je pense un peu sur comment répondre. Alors, je vais juste lire la question. Comment vivre avec la culpabilité de ne pas avoir fait tout notre contrôle parfaitement lorsque les complications arrivent et que ces dernières diminuent énormément notre qualité de vie à un âge où l'on devrait être en pleine forme et que l'on ne peut plus profiter d'une grande partie de notre vie? Ah, une chose.
depuis ce temps Zoom, je vois beaucoup de chats et surtout beaucoup de culs des chats. Il me semble que les chats aiment vraiment se mettre devant l'écran. Plus que les chiens, je trouve. Alors, j'ai trouvé cette question un peu difficile. Pas parce que ce n'est pas une bonne question, mais comment répondre sans avoir plus le contexte. Mais je pense qu'une supposition importante de cette question, et je peux comprendre pourquoi ça existe, ça vient de la notion que tout était dans vos mains. Et si vous avez juste suivi les consignes, vous auriez pu éviter d'avoir des complications. Et c'est vrai qu'il y a une certaine partie de la gestion de la maladie et l'hémoglobine glycée et tout qui est dans vos mains. Mais il y a aussi une partie de ça qui n'est pas dans vos mains. Dans le sens où il y a les gens qui ont les diabètes qui sont plus difficiles à gérer. Ce n'est pas le cas que tout le monde a une maladie qui paraît dans les livres médicaux où tout le monde suit les courbes exactement comme toutes les autres personnes. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le développement des complications. Quoique, on sait que si on a une glycémie qui est mal contrôlée sur le long terme, on est plus à risque, mais il y en a qui ont une glycémie qui est élevée sur le long terme qui ne développent pas les complications, et il y en a qui maintenant sont assez âgés. Ça veut dire qu'ils avaient un traitement longtemps qui n'était pas si intense que ça, qui n'ont aucune complication. Alors, tout ça me dit qu'il y a beaucoup de variabilité et c'est juste pas le cas que tout était dans vos mains. Alors, ça, c'est un peu ma première réponse à cette question. Ma deuxième réponse, c'est de rappeler, c'est comme un peu un principe de base, si on veut, du travail qu'on fait dans la sorte de psychiatrie que je fais, qui est la psychiatrie médicale, le soin psychiatrique des personnes atteintes des maladies médicales. Et c'est que les gens, ils font la meilleure adaptation à la maladie qu'ils peuvent. Alors là, à ce stade de votre vie, peut-être vous êtes capable de faire certaines choses. Mais quand vous regardez en arrière, on ne sait pas parce que là, on est dans le maintenant. Mais peut-être si on pourrait parler à cette personne dans le passé, on va se rendre compte que cette personne n'était pas capable de s'adapter dans une autre manière de ce qu'elle a fait. Donc, les gens font ce qu'ils sont capables de faire et parfois, ce qu'ils sont capables de faire n'est pas quelque chose qui est très bien pour la santé, mais les gens font leur possible. Alors, je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est, mais maintenant, je fais l'adaptation dont je suis capable à ce stade de ma vie, en sachant que c'est ça que j'ai fait et je ne me suis pas fait pour exprès pour me faire mal plus tard dans ma vie. J'ai fait ce que j'étais capable de faire psychologiquement, émotionnellement à ce stade. Alors, c'est pour la culpabilité. Alors. Il faut être gentil avec soi-même. C'est ça. À la fin de ça, il faut être gentil avec soi-même pour plusieurs choses. Ma collègue Marie-Ève Guérin, psychothérapeute ici au CHUM, appelle ça la autocompassion. Ouais. Ou, autrement dit, la compassion, on va montrer à quelqu'un d'autre. On peut aussi montrer à le soi. Est-ce qu'il y avait... Non, c'était juste mon commentaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, si vous voulez le mettre dans le chat ou vous voulez le dire à voix haute. Vous êtes libre. La prochaine thématique concerne alimentation et image du corps. Alors, encore une fois, il y avait une question, je ne sais pas si vous êtes là, la personne qui l'a posé la question, pas sûr que je comprends exactement ce que vous vouliez discuter là-dessus, mais il dit juste peur par rapport au corps, le diabète type 1, la nourriture, puis aussi diabulimie, dianorexie. Donc, ce que je vais faire, je vais juste commenter brièvement sur l'enjeu de comportement alimentaire perturbé. Puis, s'il y a des choses, des précisions que vous voulez chercher, soyez libres. Alors,
je suis quelques personnes actuellement, en fait, avec des troubles alimentaires ou des comportements alimentaires perturbés. Puis, on travaille beaucoup sur comment avoir une relation saine avec la nourriture. Et on se rend compte en travaillant ensemble que c'est super compliqué quand on a le diabète parce qu'on n'a pas une relation naturelle, si je peux le dire comme ça, avec la nourriture, c'est-à-dire on mange quand on a faim et on ne mange pas quand on n'a pas faim. On a une relation qui est plutôt mathématique avec la nourriture et c'est presque quelque chose qui est abstrait. Alors, une chose qu'on essaie de faire, c'est dans la limite où c'est possible, parce qu'on s'entend qu'il y a des contraintes quand même avec le diabète, de retrouver cette relation plus naturelle avec la nourriture, où on est capable de reconnaître certaines sensations qui sont quand même communes à l'être humain, peu importe si on a le diabète ou pas, comme la satisfaction physique d'avoir bien mangé ou mangé assez, ou le plaisir d'avoir à manger quelque chose qui goûte bien, ou la satiété quand on a mangé assez pour nos besoins. Donc, ces choses sont, on peut dire, perturbées ou dérangées par la nature juste de la maladie, mais je pense qu'il y a un équilibre quelque part entre cette relation qui est mathématique et cette relation qui est complètement bohème, si je peux le dire comme ça, avec la nourriture, où vous pouvez avoir quand même, vous pouvez retrouver une certaine normalité calme, satisfaction dans le manger qui va au-delà des contraintes de diabète, des exigences de calcul, des ratios, etc. Quelques autres choses que je voulais ajouter, c'est que un autre aspect de retrouver une relation saine avec la nourriture, c'est de rappeler que de plus en plus, la recherche montre que les régimes ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas pour la perte de poids. Donc, la poursuite de ce volet nous amène dans une autre sorte de relation avec la nourriture, mais c'est probablement pas la sorte de relation dont je fais mention. OK, donc je m'arrête là. Je décris une approche générale. Je sais que ce n'est pas spécifique aux éléments que la personne avait mentionnés, comme la diabulimie, la dianorexie. C'est sûr qu'une personne avec un problème spécifique, ça va prendre des techniques ou des outils spécifiques, mais voilà l'approche générale. L'autre chose qui est peut-être intéressant, juste pour la connaissance, c'est de savoir que les programmes qui ont été développés pour le traitement des troubles alimentaires n'étaient pas développés pour les personnes qui ont le diabète type 1. Donc, il faut vraiment qu'ils soient adaptés pour le contexte de diabète pour qu'ils fonctionnent. Donc, ça prend toute une adaptation dans une thérapie personnalisée. La prochaine thématique concerne la pandémie, mais je pense que je vais garder ça pour la fin parce que c'est un sujet dynamique et j'imagine tout le monde a des choses à dire suite aux nouvelles annonces d'aujourd'hui. Alors, je vais sauter ça, puis je vais aller à la thématique de l'acceptation et aussi, mais la question a été posée en anglais, false hope, l'espoir fausse. Je ne sais pas si c'est bon. Soyez libre de me corriger. Alors, la personne écrit que elle entend souvent qu'il y aura bientôt une guérison pour le diabète type 1, puis c'est douloureux d'entendre ce genre de discours parce que ça se répète, mais ça n'arrive pas. Et quand est-ce que ce genre de commentaires ou de discours deviennent contre-performants et c'est mieux de juste être résigné et accepter d'avoir une maladie chronique? Et est-ce que ça peut nuire à la santé mentale? Et je trouvais cette question particulièrement intéressante parce qu'on entend souvent ce même discours en psychiatrie, qu'on a fait plein d'avances et
on va avoir plein de nouveaux traitements pour les gens atteints de schizophrénie, machin. Et en fait, ce discours, c'est en cours depuis les années 50, 1950 en psychiatrie. Et je ne sais pas si c'est la même chose pour le diabète, mais j'imagine que ça fait longtemps que vous entendez ça. Je pense que je dirais que c'est pas malsain de vouloir ça, d'espérer ça, d'entendre ça, de chercher ce genre de discours. Et je ne pense pas que c'est un choix non plus. Je pense qu'on peut aller chercher la recherche, les données scientifiques les plus récentes, les nouvelles technologies. Même depuis j'ai fait mes études en médecine, le traitement de cette maladie a beaucoup changé, beaucoup évolué, généralement pour le mieux, je dirais. Donc, je pense qu'on peut aller chercher ces informations, ces outils, ces connaissances-là. Et en même temps, en parallèle, on peut travailler sur le bien-être dans le ici maintenant. Et donc, pour moi, ce n'est pas un choix. Et je pense que c'est sûr qu'on ne veut pas poursuivre les nouveaux développements au prix de la gestion de notre maladie dans le ici maintenant. Mais je pense que c'est vous êtes les experts en fait de votre maladie. Donc vous savez au travers de vos rendez-vous de suivi et votre présence aux conférences, est-ce qu'il y aura une guérison demain ou pas? Probablement pas. Mais peut-être il y aura une technologie qui va améliorer votre qualité de vie un peu plus. Alors, je pense que c'est ça l'équilibre qu'il faut chercher dans cette histoire de discours. Je pense que quand j'ai lu les questions, je dis, c'est pas qu'une affaire de diabète. Je pense que c'est un discours dont les scientifiques, les chercheurs, les médecins ils sont prônes à avoir parce qu'ils veulent eux-mêmes y croire. Mais donc, il faut juste faut voir ça, je pense, plus comme une tendance plus générale dans la médecine et pas nécessairement quelque chose autrement dit, ça dit plus de eux que de vous. C'est comme ça, je le vois. Alors, la prochaine thématique concerne les proches et les familles. Et il y avait plusieurs questions sur cette thématique-là. Je regarde encore le chat. Je vois rien. Rosalie, est-ce qu'il y a des interventions? Non. OK. Alors, je vais aller une à la fois. Les premières deux questions concernent les parents avec les jeunes ou les enfants. Alors, quels sont les indicateurs qu'un jeune adulte avec le diabète type 1 peut avoir des problèmes de santé mentale et aussi quelles sont les astuces pour diminuer l'anxiété parentale ou soutenir les enfants avec le diabète. Alors, je dois vous dire, comme Rosalie a dit au début, je ne vois pas des enfants ni des adolescents, donc je ne suis pas très expert dans leurs besoins en santé mentale. Mais, par contre, je vois beaucoup de jeunes adultes, les jeunes dans le début de la vingtaine ou même la fin des années d'adolescence. Et donc, je peux extrapoler un peu de leur expérience. Un enjeu qui survient souvent, c'est vraiment un enjeu général pour l'adolescence, mais ça se manifeste dans une manière assez spécifique pour le diabète, je pense. C'est la tension entre repousser et tirer. Donc, je vous pleure, mais restez ici, s'il vous plaît. Et je pense que cette même tension existe pour la gestion de la maladie et pour un parent qui a accompagné une jeune adulte depuis qu'il était enfant, c'est peut-être même plus présent parce que vous êtes habitué à accompagner votre enfant, d'être présent pour lui, de faire des choses à sa place parfois, d'être le filet de sécurité pour lui. Alors, quand il grandit, c'est sûr qu'il va passer par cette période de je veux faire les choses moi-même, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas là? Alors, je pense que c'est une danse entre parents et enfants de savoir quand on fait plus, quand on fait moins. Et je pense que le en fait ne consiste pas dans le contenu
de ce que vous faites pour votre enfant ou pour votre jeune, mais plutôt que vous êtes là dans la danse. Et c'est ça qui est soutenant pour l'autre danseur, si on veut prolonger la métaphore, de savoir que sa partenaire est toujours là. Et je dis partenaire, un parent, mais ça peut être les deux parents aussi. Parfois, un parent est plus impliqué que l'autre, mais bref. Il y avait aussi, mais la deuxième partie de ça, c'était la question sur les astuces pour diminuer, non, excusez-moi, c'était les indicateurs des troubles de santé mentale, mais ce sont des choses, je pense, que probablement vous connaissez, mais ça vaut la peine de les répéter. Alors, un enfant ou un jeune qui ne sent pas d'avoir le plaisir dans les choses, qu'il avait des changements dans son humeur, d'une humeur qui est joyeux ou même neutre à quelque chose qui est plus sombre, l'isolement. C'est sûr que l'isolement de ses parents, peut-être ça peut être un stade ordinaire, mais l'isolement de son réseau social aussi. Des signes d'agression contre le soi ou agression contre les autres. Les changements dans les habitudes de vie, soit le manger, l'hygiène personnelle, donc l'évitement des choses qu'il faisait par le passé, qu'il aimait, qui lui donnait le plaisir ou qu'il doit faire, peut être. Donc, voici les indicateurs, je pense, quelqu'un qui sont plus légers, quelqu'un qui sont plus sévères. Je pense qu'il y a des choses dans le chat, Rosalie, ou est-ce qu'ils sont plus des commentaires? Non, c'est moi qui ai mis des choses dans le chat. Oh, OK, merci. Juste pour donner un peu de contexte, pour donner des ressources aux participants. Ah, vous aussi, vous pouvez poser des questions ou donner des commentaires, Rosalie. OK. Il y avait encore une fois, c'était une phrase, mais je trouvais ça intéressant. Frustration d'une proche pour ne pas avoir une glycémie parfaite. Donc, j'ai compris que c'est l'autre personne a la maladie et en tant que proche, vous vivez une frustration parce que votre conjoint, conjointe, soeur, frère, mère, père n'a pas une bonne glycémie. Alors, c'est dans un sens, c'est comme, mais je vais parler de relations conjugales, mais je pense que c'est semblable dans d'autres sortes de relations avec des proches. Je pense que c'est semblable à tous les autres enjeux qu'on a dans ces relations où l'autre personne ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse ou dans la manière qu'on veut qu'il fasse. La différence peut-être avec le diabète, c'est que le prix, ça coûte quelque chose en termes de santé, en termes de l'avenir, en termes de complications, des problèmes qui pourraient survenir. Donc, c'est normal que ça soit une source d'inquiétude pour vous. C'est normal que ça soit une source de stress, de même colère, même de tension. La question, c'est comment est-ce que vous et votre conjoint vont passer au travers, pas dans le sens où à la fin de votre discussion ou vos discussions, il va faire ce que vous voulez ou elle va faire ce que vous voulez, mais plutôt comment est-ce que vous allez vivre avec ce problème ensemble. Et je pense qu'il y a d'autres sortes de problèmes qui peuvent avoir des conséquences importantes dans la famille, dans le réseau familial. La consommation vient dans mon esprit, par exemple, où c'est justement le couple doit décider ensemble comment est-ce qu'ils vont vivre cet enjeu en couple. Je ne veux pas être pessimiste, mais si je prends encore la consommation comme exemple, il y a certaines situations où ce n'est pas possible de continuer en couple parce que les enjeux sont tellement sévères. Mais on s'entend que la plupart du temps, on n'est pas là, mais on est plus dans la même dynamique qu'on a dans ces relations diadiques de négociation, de dialogue, parfois de se fâcher, parfois de bouder, revenir à la table de négociation, où ensemble, vous développez votre manière de vivre avec la maladie. Et ça va être particulier à cette relation
et ça va être quelque chose que les deux personnes peuvent vivre avec. Voilà. Juste un petit commentaire qu'il nous reste juste à peu près 5 à 7 minutes. Alors, si vous avez, on va clôturer avec la pandémie, avec ce que Dr. Gupta a préparé. Mais si vous avez des questions que vous voulez poser absolument maintenant, avant qu'on termine, je vous invite à poser vos questions maintenant, soit à voix haute ou soit sur le chat. Mais en fait, moi, j'ai rien préparé sur la pandémie. Il y avait des questions assez générales sur l'adaptation au contexte actuel et aux circonstances. Puis, il y avait ce matin les annonces, cet après-midi, excusez-moi, les annonces des nouvelles restrictions. Donc, j'imagine que c'est sur l'esprit de tout le monde. Donc, si quelqu'un a quelque chose qu'il voulait dire par rapport à la pandémie, soyez libre. Carole a une question. Alors, Carole, soyez libre de parler. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé les conséquences lorsqu'on a des hypoglycémies répétées. Est-ce que ça déclenche une maladie neurologique? Oui. Et quels sont les dommages, disons, au bout de plusieurs années? Oui, on avait abordé ça plus tôt dans la séance. Ah, je suis désolée, je n'ai pas bien compris alors. Mais brièvement, quelqu'un qui vit des épisodes hypoglycémiques sévères dans le long terme peut développer des symptômes cognitifs plus tard dans la vie. Donc, effectivement, c'est ça le lien. OK. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à la démence? Je dirais que ça devrait être assez sévère, assez répétitif. Je peux dire que parmi tous les patients que j'ai déjà vus, j'ai jamais vu ça jusqu'à la démence. Donc, mais théoriquement, c'est possible. Merci, Carole. Est-ce qu'il y a Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai eu une interruption au niveau de l'Internet. Je vous remercie, docteur. Bienvenue, mais en fait, je veux juste ajouter une précision sur ce que je viens de dire. J'ai dit, oui, théoriquement, la démence est possible, mais je pense que je veux préciser une chose. Normalement, quand on parle cliniquement de la démence, on parle d'une maladie qui est progressive. Quoique si quelqu'un fait multiples épisodes hypoglycémiques sévères pour des années, il peut développer des symptômes cognitifs, mais ils ne sont pas des symptômes progressifs comme une démence de la type Alzheimer, par exemple, qui se dégrade au travers du temps. D'accord. Maladie neurologique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Bienvenue. Mais je pense que je peux juste partager avec vous ce que j'ai entendu de mes patients, en fait, par rapport à leur expérience dans la pandémie. Il y en a plusieurs qui ont choisi de ne pas travailler ou qui ont été recommandés par leur médecin de ne pas travailler. Je pense que vous avez déjà des informations de la Fondation par rapport à les risques, etc., pour l'infection et les complications et tout. Alors, c'est moins qui sont à risque à attraper, mais plus à développer des complications de la maladie ou d'avoir une maladie plus difficile à traiter s'ils sont infectés, surtout si le contrôle de leur maladie n'est pas bon. Donc, il y en a quelques-uns qui ont pris la décision ou qui ont été conseillés par le médecin de ne pas aller au travail. Mais il y en a qui ont continué à travailler et ils n'avaient pas de problèmes, ils respectaient les consignes de santé publique. Je pense que certaines personnes, surtout au début, avaient une perception de risque qui était peut-être plus élevée dans le contexte d'un diabète type 1 que c'était.
J'ai vu sur le site de Fondation, par exemple, tout ça a été bien expliqué. Mais je pense que les gens sont plus expérimentés maintenant avec le risque, un peu l'épidémiologie du problème. Donc, ils sont plus à l'aise de rendre un jugement sur les situations. Ils sont plus capables aussi de s'exposer à diverses situations sociales ou communautaires s'ils prennent les précautions nécessaires. J'essaie de voir s'il y a... C'est beaucoup autour du travail que les gens, que j'ai entendu des commentaires, des expériences des gens. Mais vous voyez, il n'y a comme pas une règle générale. Donc, il y en a qui se sont retirés, il y en a qui sont continués. Dans les deux cas, ça fonctionnait bien. Super. Ben, merci beaucoup, Dr. Gupta. C'était très, très, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris, même si j'ai vu une présentation que vous avez faite l'année dernière. C'est fraîche pour cette année, alors j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on finisse la session? J'ai aussi mis dans le chat les liens pour le web, pour nous autres, pour notre série de discussions virtuelles. Comme Dr. Gupta a parlé aussi, des fois, c'est bien juste de parler avec vos pairs. Alors ça, c'est vraiment la première ligne de défense pour la santé mentale, c'est parler avec d'autres gens qui reconnaissent qui peuvent partager votre expérience vécue. Alors nous autres, on veut faciliter cela le 4e mercredi de chaque mois avec nos discussions virtuelles. Malheureusement, on ne peut pas le faire en personne, mais on peut avoir plus de monde francophone de partout qui peuvent partager leurs expériences dans une séance virtuelle qui est juste très relax, disons. Alors, je vous invite à regarder sur notre site et aller sur Eventbrite pour vous enregistrer si vous voulez participer avec nous autres. Ça peut être un mois, ça peut être tous les mois, comme vous voulez. Alors, ils sont là, moins décembre. Décembre, on ne va pas le faire, mais les autres mois, vous êtes libre de vous joindre à nous. Merci, ça fut très intéressant. Merci d'être venu. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Bye, merci. Bye.